chapitre du classement des étoiles variables et leur coupe de lumière. On devrait être capable de rentrer un peu plus dans la matière dans ce deuxième chapitre-là, mais avant, une rétrospective de ce qu'on a appris au premier chapitre. Au chapitre 1, ce qu'on a appris, c'est quoi une étoile? C'est quoi une étoile variable? L'histoire des découvreurs et des étoiles variables. Leur nomenclature, le bordel qui est toujours pas terminé. Le nom des constellations qui déjà va mieux grâce à l'Union internationale. Quelques types de variabilité, déjà. Le diagramme Acher qui est le principal outil des astronomes. Le classement des étoiles par leur température, sur quoi est basé le diagramme Acher. Et aussi quelques outils gratuits de l'AVSO. Donc, si on a bien assimilé toutes les notions du chapitre numéro 1, c'est qu'on est prêt à aller plus loin. Le chapitre numéro 2 commence maintenant. Les variables rotatives. Tout le monde sait que les étoiles tournent toutes autour d'elles-mêmes, plus ou moins vite selon leur type, leur masse, etc. Par contre, plusieurs développent des taches solaires, des ombrages par rapport à leur activité qui peuvent influencer leur luminance vis-à-vis de notre vision. Pour mieux comprendre le phénomène, on a juste à regarder notre Soleil. Notre Soleil a des cycles d'environ 12 ans, 11 ans à peu près, et où lorsqu'il est à son maximum, ben, des taches apparaissent à sa surface, des taches solaires. Et cette tache-là peut influencer ou faire varier légèrement sa luminosité. Ben, c'est le même principe pour les types d'étoiles qu'on vient de parler. On suit attentivement les cycles solaires depuis 1755 et on est en train de commencer le cycle 25. Le Soleil. 74% d'hydrogène, 24% d'hélium, 2% de gaz rare et autres éléments, carbone, oxygène. La photosphère, on la situe aux alentours de 5600 Kelvin, 5800 aussi, des fois. Son cœur, par contre, 15 millions de degrés Celsius. Cet astre voyage à pas moins de 217 km/s autour de la Voie lactée et se situe aux alentours de 26 000 années-lumière de son centre. Il fusionne chaque seconde 627 millions de tonnes d'hydrogène pour en faire 622,7 millions de tonnes d'hélium. Ça, c'est chaque seconde. Et pourtant, selon certaines sources vues sur Internet, 85% de toutes les étoiles connues seraient plus petites que le Soleil. Notre Soleil est gros, notre Soleil est beau, notre Soleil est la source de notre vie. Pourtant, quand on regarde le ciel le soir, à magnitude absolue, le Soleil à 10 parsec, il y aurait juste une magnitude de 4,8. Donc, ça serait une étoile presque banale à regarder. Ici, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à parcourir le manuel du chapitre 2 où vous pourrez voir les autres types d'étoiles variables par rotation. Ce qui est intéressant, c'est que plus qu'on rentre dans la matière, plus qu'on découvre des choses absolument spéciales. Par exemple, les BY-DRA. C'est BY du dragon. Ce type d'étoile-là a été découvert en 1966. Normalement, elle a une très grande activité dans sa photosphère, donc elle a des taches solaires qui font varier sa luminosité par sa rotation. Mais en même temps, de temps en temps, sans raison, elle a des explosions comme des flares, exactement comme UV Ceti. Donc, un nouveau type dans la même étoile. La même chose pour d'autres types d'étoiles, comme ici, RS Canon Venaticorum, ça se dit mal. C'est des binaires qui sont tellement proches et tellement actives. Au point de vue du spectre visuel, ça varie de 0,2 de magnitude. Mais par contre, si on va dans les rayons X, dans les émissions radio et plus haut, c'est fou comme ça varie.
Depuis quelques minutes, on parle d'étoiles binaires, ce qui nous amène à cette première famille de variables à éclipses de type E. On parle alors de binaires rapprochés. Selon leur plan orbital, on est à peu près sur notre ligne de visite, donc on peut les voir. On peut voir qu'est-ce que ça fait comme variation. J'ai dit famille parce que souvent, ces étoiles-là ne sont pas identiques, ils sont différents, de masses différentes, de personnalités différentes et même de comportements différents. Souvent, il y aura échange de matière en même temps, ce qui fait que ça va changer avec le temps. Et aussi, ça se divise en plusieurs types. Si on passe à un premier type, le type ELL, ellipsoïdale et rotative, on pense tout de suite à Spica. Spica, deux étoiles qui tournent en contact autour d'elles-mêmes en 4 jours. La première, la principale, a plus de 10 masses solaires, l'autre, environ 7 masses solaires. Des Beta Lyra. Il faut dire que c'est deux étoiles massives, des géantes souvent, plusieurs masses solaires, et qui échangent de matière. Ils sont quand même assez proches. Donc, par ce fait-là, par la grosseur et la masse et l'échange de matière qui est constant, c'est très dur visuellement de dire quand l'éclipse commence et quand elle termine aussi. Ici, c'est très important de comprendre la relation entre les aspects physiques des binaires, des étoiles telles qu'ils sont réellement, et leur courbe de lumière. Pour m'aider, je suis très visuel. J'utilise un petit logiciel que j'adore, qui est disponible gratuitement sur midnightkite.com. C'est un simulateur, ni plus ni moins, qui va nous donner, selon l'étoile qu'on choisit, la courbe et l'aspect visuel de ces étoiles. Par exemple, j'ai pris une binaire, une EB, on est là-dessus, la RZ du dragon. On a deux étoiles, une principale et une plus faible. Lorsque la plus faible cache ou éclipse la principale, on a un gros minimum. Quand c'est l'inverse, c'est un petit minimum. C'est normal, la principale éclaire plus que l'autre. Un autre exemple ici, l'étoile BL d'Andromède. Encore là, une autre fois, on a une grosse primaire et une secondaire plus petite. Vous remarquez, la courbe est toute en rondeur, tout en courbe. Donc, c'est très dur d'évaluer précisément quand l'éclipse commence et quand elle termine. Pour s'en convaincre, on peut aller visiter le site de l'AVSO/VSX, qui est l'index majeur de toute la base de données des étoiles variables de l'AVSO. On voit bien que AN est une type EB. Et la description, c'est qu'il s'agit des systèmes d'éclipses ayant des composantes ellipsoïdaux, donc c'est plus sphérique. Il y a une transformation de la matière. De l'étoile n'est plus ronde, mais allongée légèrement. Et des courbes lumineuses pour lesquelles il est impossible de spécifier des heures exactes de début et de fin des éclipses. Tout ça, on comprend que c'est un critère de sélection pour les étoiles EB. Maintenant, le type EA. On pense tout de suite à Algol, la démone. On parle des systèmes binaires avec une certaine distance, mais par contre, il y a un échange de matière, des composants, encore une fois, ellipsoïdaux. Mais là, on sait exactement quand ça commence et quand ça finit. Les instants sont plus précis. On a juste à voir la courbe de lumière. C'est vraiment précis avec des pointes. Afin de mieux visualiser encore une fois, on voit sur notre logiciel Starlight, j'allais dire Starlink, mais non, Starlight, c'est plus intelligent, et l'étoile CG du cygne, avec ces deux étoiles qui sont à une certaine distance, mais peut-être pas assez loin pour empêcher un échange de matière quelconque. Et on remarque tout de suite la courbe avec ses pointes. Bon, pour aller plus loin avec Algol et les mystères de l'univers, il y a un paradoxe assez spécial. Ici, on sait Algol, c'est un système triple finalement. On a Algol C, qui est une A5. Donc, A5, elle est encore dans la séquence principale. On a Algol A, qui est une B8, encore et toujours dans la séquence principale. Et par la suite, on a Algol B, qui est une sous-géante orange de type K0. Ce qui forme le paradoxe d'Algol, c'est que les deux étoiles se sont formées en même temps. Comment qu'une étoile peut être une dans la séquence principale et l'autre non? On se rappelle bien sûr que plus une étoile est grosse, plus qu'elle passera sa vie rapidement. Dans le contexte du paradoxe d'Algol, ce qu'on pense, c'est que les deux étoiles ont été créées en même temps,
Par contre, il y a eu un échange de matière et une est devenue plus grosse, donc elle a vécu un peu plus rapidement que l'autre. Bon, assez parlé d'alcool. Le type EW. On arrive à des binaires en contact, très étroits, souvent des CD géantes. Et par exemple, le prototype, c'est UW Ursa Majoris. Leur particularité, c'est exactement comme les EB. Étant donné que les courbes sont très rondes et très arrondies, c'est impossible d'avoir un chiffre, un instant précis, à savoir quand l'éclipse commence et quand elle termine. Autre détail important sur les minimums à dire, c'est qu'on marque les minimums primaires et secondaires sont presque égales. Les variables de type EP, variables transitoires. Oui, on parle de recherche d'exoplanètes. L'AVSO s'occupe aussi de ça. Il y a quelque temps, avec mon ami Serge Bergeron, on a traduit le livre de Denis Conti, justement, qui enseigne une méthode de suivi, qui est celle du transit. La méthode est relativement simple, mais il faut être extrêmement précis, extrêmement minutieux. On travaille avec un logiciel spécial qui est AstroJ et on fixe une étoile constamment jusqu'à ce que le transit arrive, jusqu'à ce qu'une planète passe devant et où sa courbe de lumière baisse. On ne peut pas vraiment parler de binaire sans parler du lobe de Roche. Le phénomène est simple. Aussitôt qu'on met deux astres en interrelation, ça peut être deux planètes, la Terre et la Lune. Ça peut être deux astres, comme le Soleil et la Terre. Deux étoiles, des binaires, peu importe. Il y a toujours une interrelation entre les champs gravitationnels et magnétiques, et ici, on parle de lobe de Roche. Le nom vient de M. Édouard Roche, qui a introduit cette notion en 1873. Ici, sur un plan graphique, on voit les champs gravitationnels créés par les deux astres. C'est dans ces ondes que la matière des binaires vont s'accumuler selon les transferts de matière qu'il y aura. Aussi, on dit ED pour les binaires détachés, ESD pour semi-détachés, EC pour les binaires de contact. Dans le chapitre numéro 4, on va pouvoir approfondir un peu plus cette notion avec les étoiles cataclysmiques. Période de questions. Petit quiz. Pourquoi les binaires à éclipse sont-elles si importantes pour les astronomes? Depuis des années, dans plusieurs inventaires d'étoiles, on parle toujours de 50% d'étoiles qui sont des binaires. Par contre, Paul Couteau, dans son livre Observation des étoiles doubles visuelles, paru chez Flammarion en 1978, il disait qu'entre les magnitudes 8 à 11, il avait dénombré 65% des étoiles qui avaient une compagne. Dans la revue Science du 27 juillet 2012, M. Hugues Sanat de l'Université d'Amsterdam dévoilait une recherche faite sur le VLT. Lui, il avait trouvé 75% des étoiles inventoriées étaient doubles, mais en plus, 30% de ceux-ci allaient être appelés à fusionner un jour ou l'autre. Donc, ça vaut la peine de s'en occuper. Or, on sait par expérience que les systèmes doubles sont variables, soit par l'orbite, soit par les masses, le transfert de matière, par tout ce qui peut influencer. Les suivis sont importants. La constance, la régularité, au fil des ans, pour avoir vraiment un tableau complet de ce qui peut se passer. Ça peut changer très vite. On a vu des étoiles varier énormément, mais ça peut aussi être très long. Et là, c'est là que les amateurs peuvent rentrer en ligne de compte et faire la différence. Quelles informations les binaires à éclipse fournissent-elles et qu'on ne pourrait pas avoir autrement? Bien, ici, les lois de Kepler sont bien utiles. C'est sûr, pour calculer la masse, les orbites. À partir de là, on peut supposer le type d'étoile, mais il n'y a rien comme l'observation et que ce soit au niveau du débit, des transferts de masse, de matière, de taches solaires, l'observation est irremplaçable. Ben voici qui met fin à ce deuxième chapitre des classements des étoiles variables et leur coupe de lumière. On se revoit dans le troisième chapitre.